Madame, Messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition du 15h. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre indien Narendra Modi. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement en Inde par une forte délégation djiboutienne. Les discussions entre le numéro 1 djiboutien et le Premier ministre indien ont porté sur les voies et moyens d'approfondir davantage les relations bilatérales entre New Delhi et Djibouti. Le chef de l'État est arrivé hier à la capitale indienne pour participer au sommet Afrique-Inde, le 3e sommet Afrique-Inde qui se tient cette année à New Delhi, en Inde. Donc Djibouti participe à cette réunion en qualité des pays en phase avec toutes les aspirations de ce sommet. Plateforme de redistribution des échanges économiques et commerciaux entre plusieurs ordres culturels et géographiques, notre pays concilie l'objectif d'ouverture économique cher à ce sommet. Donc le chef de l'État a été reçu par le nouveau Premier ministre indien Narendra Modi, élu en mars 2014. Sentinelle à l'avant-garde de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, il souscrit bien aussi à l'idéal au centre de ce sommet d'une collaboration transcontinentale en matière de sécurité. Il mettra également profit ce déplacement en Inde pour plaider en faveur d'un plus grand afflux de la communauté d'affaires de ce pays à Djibouti, trait d'union entre plusieurs régions économiques du monde. Autre nouvelle du pays, la 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative de résilience aux effets de la sécheresse de l'IGAD s'est ouverte aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion de 2 jours a été présidée par le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awaleh et a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD Mahboub Maalin, la représentante de la FAO à Djibouti Madame Emmanuel Garnbleck. Et durant ces assises de 2 jours, les participants sont appelés à discuter sur des axes de recherche susceptibles d'éradiquer la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'élimination de la pauvreté grâce au progrès économique et social et la gestion durable des ressources naturelles. La 5e réunion du comité de pilotage de l'initiative de résilience aux effets de la sécheresse de l'IGAD s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel Kempinski. Cette réunion de 2 jours a été présidée par le ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awaleh et a vu la participation du secrétaire exécutif de l'IGAD Mahboub Maalin, le représentant de la FAO Patrick Kormowa. Durant ce 2 assises de 2 jours, les participants sont appelés à discuter des axes de recherche susceptibles d'éradiquer la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'élimination de la pauvreté grâce au progrès économique et social et la gestion durable des ressources naturelles. Le représentant de la FAO a, dans un bref discours, souhaité que les échanges autour de la résilience vont permettre de développer des stratégies face à la sécheresse. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mahboub Maalin, a quant à lui souligné, avec l'émergence du concept de résilience, le partenaire de développement, les organisations non gouvernementales et une pléthore d'acteurs sont désormais engagés d'une manière ou d'une autre dans la chaîne de valeur de la connaissance dans ces domaines. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, a en effet dans son discours rappelé les échanges climatiques qui se traduisent, a-t-il dit, par des phénomènes tels que des sécheresses récurrentes ou encore des inondations et que nous devrons faire face. Voici un extrait du discours du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources naturelles, halieutiques plutôt, Mohamed Ahmed Awaleh. Ce qui ne bouge pas, c'est la sécheresse et la désertification. Malgré 1986, on avait dit on va éradiquer la sécheresse et par la même occasion la pauvreté en milieu rural. Maintenant, on utilise d'autres termes. Nous vivons, à l'époque, on vivait au rythme des aléas climatiques, sécheresse et inondation, mais maintenant, on vit sous d'autres termes au rythme del Niño et de la Niña que Madame le député a dit au cours de ce discours. La Niña et le Niño, c'est quoi? C'est sécheresse et inondation. C'est des températures, des anomalies de température dans la région du bassin pacifique qui ensuite modifient le courant atmosphérique que vous connaissez et qui entraînent soit des sécheresses, soit des perturbations pluviométriques que nous allons vivre dans une certaine partie de l'Afrique de l'Est. Bien que, bien entendu, le phénomène est complexe, il y a
les perturbations de l'océan Indien qui interviennent et les grands lacs qui se trouvent dans les Rift Valley qui interviennent aussi, qui influencent. Je voudrais dire que la région de la Corne de l'Afrique, les montagnes sont restées les mêmes, les lacs sont restés, les fleuves sont restés, mais il y a des chocs environnementaux qui perturbent et qui obligent les populations vivant dans ces milieux agressifs de plus en plus de changer des méthodologies, des systèmes, de mode de vie. Je voudrais dire ce qui va aller, ce qui ne va plus, ce qui va changer définitivement et dont il va falloir s'adapter, c'est le système pastoral basé sur la longue transhumance. Ce système ne peut plus vivre dans ces milieux environnementaux agressifs. Il y a un divorce entre l'homme et la nature. Ce qui va aussi, c'est les grandes fermes extensives que nous avions l'habitude de cultiver et qui donnaient une seule récolte avec des techniques traditionnelles et qui sont vulnérables à la première sécheresse ou aux premières inondations. Autre nouvelle du pays, la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation s'est clôturée hier soir au Djibouti Palace Kempinski. Les travaux de cette conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation étaient organisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et se sont donc achevés hier soir au Djibouti Palace Kempinski par des recommandations. Élément de réponse avec Hamza Mohamed. Les travaux de la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se sont achevés hier soir au Palace Kempinski. La cérémonie de clôture a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, de représentants des organisations onisiennes, des scientifiques, des experts et des chercheurs. Cette conférence de 2 jours lancée officiellement lundi dernier par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a été l'occasion d'examiner le rôle que la recherche et les innovations peuvent jouer dans l'orientation et le renforcement des interventions destinées à bâtir la résilience à la sécheresse et aux autres chocs. Madame Dr Amina Saïd Chiré, chercheur à l'université de Djibouti, nous a un peu briefé les tenants et aboutissants de cette conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation. Donc cette conférence de 2 jours a été très riche. Les débats ont été très riches et très intenses. Ce qu'il faut retenir à mon sens de ces 2 journées de travail, c'est une meilleure connaissance des stratégies de résilience, des programmes que l'on peut mettre en place pour aider les communautés à être plus résilientes aux catastrophes naturelles et anthropiques. La conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation a permis de faire le point sur les recherches améliorant la résilience des populations de régions arides et semi-arides, ainsi que l'analyse des principaux défis, innovations et expériences de recherche en vue de faire de la résilience un facteur de développement. La représentante de la FAO à Djibouti s'est dit réjouie de voir tant de scientifiques, chercheurs, experts et acteurs de développement venus de plusieurs pays de la région, mais aussi de bien plus loin, réunis au Kempinski. Madame Emmanuelle Gerneblich a ensuite souligné que la résilience est au cœur des objectifs globaux du cadre stratégique de la FAO à Djibouti comme dans la région. Chacun d'entre nous pourra repartir de Djibouti en étant plus riche en connaissances, plus riche en informations, en idées et surtout plus riche en partenariats et en réseau. Et je pense que j'aimerais souligner justement cet aspect-là. Nous avons tous un rôle, chacun d'entre nous qui avons assisté à ces conférences, à ces échanges, de porter des messages avec nous, de repartir avec l'idée de partager encore plus loin que uniquement à une conférence. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rappelé que la conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation a permis de renforcer les connaissances et les capacités des institutions et acteurs pour accroître la résilience face à la sécheresse. Il a souligné aussi l'importance de créer un centre Est-Africa qui va permettre de coordonner nos activités sur les problèmes climatiques.
Cette idée d'un observatoire est-africain pour les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de modèles. Il y a quelques mois, nous avons eu un modèle qui a été développé par Yale. Et je découvre, il y a une semaine, Massachusetts a fait un autre modèle qui est totalement différent et qui contredit totalement ce qui a été dit précédemment. Où sont les Africains là-dedans, les chercheurs africains? Pourquoi ne pouvons pas, nous aussi, contribuer à améliorer ces modèles? C'est ce que fait le CERD actuellement avec Yale, au niveau de collecte d'échantillons, au niveau des sédiments. Mohamed Awale et Neema, qui est quelque part dans la salle, travaillent sur ces aspects-là. Je pense que c'est là aussi une opportunité pour que nous puissions partager ça avec nos frères kenyans, avec nos frères somaliens, avec nos frères éthiopiens, etc. Je pense que, encore une fois, pensons que la recherche peut être mise en orbite par rapport à cette trajectoire développement. La présente conférence sur la résilience, la recherche et l'innovation revêt une importance capitale dans la mesure où elle met à jour les effets du changement climatique dans notre pays, et c'est là à moins d'un mois de la COP21, la grande conférence internationale de Paris sur l'environnement qui doit déboucher sur l'adoption d'un accord universel sur la réduction des émissions de carbone. Hamza Mohamed, RTD, Campeski Palace Hotel. Nous faisons dans une brève interruption dans notre édition pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. Nous revoilà ensemble pour la suite de notre édition. L'association Al-Fawza a octroyé hier un don de kits scolaires aux habitants du village de Ribta, situé dans la région de Tadjoura. Les bénéficiaires de ce don sont de 55 élèves issus de l'enseignement de base de ce village. Ces matériels scolaires sont destinés donc aux enfants de ces villages éloignés des régions de l'intérieur du pays. Actuellement, en tournée régionale, cet événement s'est déroulé dans le village de Ribta, après les villages de Oulma et à Sansan, situés dans la région d'Obok. Était présent à cette remise de kits scolaires le préfet adjoint Habib Djilani, le représentant du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, le chef de village de Ribta et le Hukal général de cette localité du nord du pays. Dans son intervention, le préfet adjoint Habib Djilani a salué l'action menée par l'association Al-Fawza en faveur des populations nécessiteuses. Pour bien sûr nous accompagner, et je remercie aussi les représentants des ministères de la jeunesse et du sport qui bien sûr fait preuve de son présence. Donc le caravane ne s'arrêtera pas bien sûr ici. Nous avons commencé à Wok hier et nous sommes aujourd'hui à Tadjoura. Inch'Allah dans les prochains jours le caravane va se rendre dans la région d'Arta, à savoir les deux villages d'Arta, les villages de Karta et le village de Warjaga dans les prochains jours, à savoir les jeudis. Actualité africaine maintenant. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, 73 ans, a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 25 octobre pour un mandat de 5 ans. C'est ce qu'a annoncé ce matin la commission électorale indépendante. Selon les résultats communiqués, Alassane Ouattara obtient 83,66% des suffrages lors d'un scrutin dont le taux de participation a été de 54,63%. Ces résultats doivent être transmis au Conseil constitutionnel ivoirien. Au pouvoir donc depuis 66% des suffrages lors d'un scrutin dont le taux de participation a été de 54,63%. Ces résultats doivent être transmis au Conseil constitutionnel. Au pouvoir depuis 4 ans, le président ivoirien s'est relevé comme un chef d'État très directif sur le plan économique. Démocrate pour ses partisans, Ouattara s'est posé aux rassembleurs pendant la campagne demandant à ses militants de pardonner. Il a appelé de ses vœux un Ivoirien nouveau, des Ivoiriens rassemblés qui se donneront la main pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette belle nouvelle Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'image que façonne de lui la cellule de communication de cet ancien haut dirigeant du Fonds monétaire international et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En 4 ans, Ouattara, qui s'est usé de ses relations avec les bailleurs de fonds, a transformé la Côte d'Ivoire à coup de grands travaux. Il a promis de poursuivre cette politique lors de son 2e mandat.
C'est avec des pelles ou à main nue même qu'ils déblaient les décombres de leur maison. Au moins 44 000 habitations ont été détruites ou endommagées par un violent séisme qui a frappé lundi le nord de l'Afghanistan et l'est du Pakistan. Le dernier bilan fait état de plus de 350 morts. Le dernier bilan fait état de plus de 350 morts. Il est difficile pour les secours d'atteindre les zones montagneuses, reculées et parfois déjà enneigées. Dans de nombreuses régions, les survivants sont livrés à eux-mêmes. Mis à part le traumatisme immédiat et les blessures, nous pouvons nous attendre à voir un certain nombre de risques pour la santé, tels que les maladies d'origine hybride, comme la diarrhée, l'hépatite A et B, les affections respiratoires, d'autres maladies évitables pour la vaccination, telles que la rougeole, le tétanos, ainsi de suite, souligne Christian de l'Organisation mondiale de la santé. La secousse de 7,5 sur l'échelle de Richter a frappé des régions où les talibans sont fortement implantés. Ces derniers promettent d'apporter leur aide aux sinistres et appellent les organisations humanitaires à ne pas ménager leur peine. Des enterrements collectifs sont déjà organisés dans les deux pays où les bilans risquent encore de s'alourdir à mesure que les secours progressent. 3 mois après le dégel des relations entre Washington et la Havane, l'Assemblée générale de l'ONU a une nouvelle fois réclamé hier à une écrasante majorité la fin de l'embargo américain visant Cuba. C'est presque devenu un rituel. Chaque année, depuis 23 ans, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la même résolution non contraignante à une majorité écrasante pour condamner l'embargo américain visant Cuba. Les votes du mardi 27 octobre n'ont pas dérogé à la coutume. Les États-Unis et Israël ont une nouvelle fois voté contre cette résolution, tandis que 191 des 193 pays membres de l'ONU se sont prononcés en faveur du texte. Le texte est loin de refléter les mesures importantes qui ont été prises et l'esprit d'engagement que le président Obama a défendu, a indiqué Ronald Goddard, ambassadeur adjoint des États-Unis à l'ONU. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent pas les soutenir si Cuba pense que cela va précipiter les choses dans le sens où nos deux gouvernements ont déjà dit qu'ils voulaient y aller. Eh bien, ils se trompent. Ces votes intervient 3 mois après le rétablissement de relations diplomatiques entre Washington et la Havane dans le cadre du processus historique de rapprochement entre les deux pays amorcé en décembre 2014. Depuis la détente, Barack Obama a demandé au Congrès contrôlé par les républicains de travailler à la levée de l'embargo imposé à l'île castriste depuis 1962 car lui seul a la prérogative institutionnelle de le faire, mais les leaders de la majorité dans les deux chambres y sont pour l'instant hostile. Dans l'attente d'une telle décision, le président américain a pris une série de mesures assouplissant l'embargo dans la limite de ses prérogatives présidentielles. C'est tout pour cette édition de la rédaction, mais restez avec nous, bougez pas, tout de suite 1 minute de publicité, après le focus de ce début d'après-midi avec Negat Fouad. Nous revoilà ensemble pour le focus de ce début d'après-midi. Nagat Fouad nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nagat. Bonjour Choukri. Tu vas nous parler de 4 points et on commence avec l'actualité nationale. Voilà, l'actualité nationale, le président a rejoint le Premier ministre indien, Narendra Modi. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement en Inde par une forte délégation. Les discussions entre les numéros 1, Djibouti et le Premier ministre indien ont porté sur les voies et moyens d'approfondir davantage les relations bilatérales entre New Delhi et Djibouti, bien sûr. Donc Djibouti participe à cette réunion en qualité de pays de phase avec toutes les aspirations de ce sommet, plateforme de redistribution des échanges économiques et commerciaux entre plusieurs ordres culturels et géographiques. Notre pays concilie l'objectif d'ouverture économique à ce sommet, Choukri. Donc sentinelle à l'avant-garde de la prévention de la lutte contre le terrorisme, bien sûr, et la grande criminalité, il souscrit bien aussi l'idéal au centre du sommet d'une collaboration transcontinentale en matière de sécurité.
Donc il mettra également au profit dans ce déplacement en Inde pour plaider en faveur d'un plus grand afflux de la communauté d'affaires dans ce pays de Djibouti, à trait d'union entre plusieurs régions économiques du monde, Christ. Et cette session, cette conférence se déroulera durant 4 jours. Du 26 au 29. Oui. Et actualité régionale. Dans l'actualité régionale, j'ai parlé de la réélection du monsieur Alassane Ouattara élu dès le premier tour. Donc sans surprise, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été réélu dans un second mandat de 5 ans avec 83,66% des voix annoncées aujourd'hui même dans la matinée par la commission électorale indépendante. Donc Alassane Ouattara a obtenu plus de 2,1 millions de voix lors du scrutin organisé dimanche dernier, a précisé un communiqué. Donc le camp Ouattara, confiant de sa victoire, avait identifié la participation comme déterminante pour la crédibilité de l'élection, alors que 3 candidats et une partie de l'opposition avait appelé au boycott. Donc ça n'a pas marché. Précédemment élu en décembre 2010, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui veut mettre Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence, et un travailleur infatigable, le veto couché tard. Donc fatigue ses collaborateurs, c'est tout en cas l'image que façonne de lui le cellule de communication de ce ancien haut dirigeant de Fonds monétaire international. Voilà. Et en sport, Negad, j'ai décidé de parler du paludisme parce qu'on est entré dans une page santé là. Voilà. On est entré dans l'hiver de Djibouti. De toute façon, il n'y a que 2 saisons à Djibouti, l'été et l'hiver. Donc, la naissance est également des moustiques. Donc, le paludisme est la maladie plus fréquente à Djibouti, cause des moustiques, des naissances des moustiques. Donc, le paludisme est appelé également malaria, terme utilisé par des Anglais. Donc, est une maladie infectieuse due à un parasite du genre Plasmodium propagé par des piqûres certaines espèces de moustiques Anaphèles. Donc, avec 207 millions de personnes malades, 667 ont décédé en 2012. Donc, le paludisme demeure le parasitose le plus important et concerne majoritairement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, 80% des cas sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Le parasite de paludisme est principalement transmis la nuit lors des piqûres par une femelle moustique du genre Anaphèle, elle-même contaminée après avoir piqué un individu impollué. Donc le parasite infecté cellules hépatiques de la victime, puis circule dans le sang en colonisant les sématies et les détruisant. Donc de nombreuses espèces animales homéothermes sont aussi parasitées par le Plasmodium. Et une insolite pour clôturer ce journal. Voilà, une triste nouvelle, Choukri, dans notre insolite d'aujourd'hui. La moitié des lions d'Afrique menacés de disparition d'ici 20 ans. Donc c'est pas une insolite. C'est une insolite, mais un peu plus triste. Donc, ils sont aujourd'hui 20 000 et pourraient être 10 000 dans 20 ans. Donc, près de la moitié des lions. C'est quoi, ça? Des chasseurs, des braconnages, voilà. Près de la moitié des lions qui peuplent encore le continent africain pourraient disparaître d'ici 20 ans, 2035, selon des études. Donc les chercheurs estiment qu'il était 10 fois plus nombreux, environ 200 000 au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, les lions ne survivent que sur 25% de son aire de répartition historique. Donc la situation est critique concernant dans les continents africains de l'Ouest et du Central. Les chercheurs se basant sur l'évolution de la population de grands félins depuis 90, ils estiment que la moitié des lions pourraient disparaître d'ici 20 ans. Donc cette région ne subsiste plus que de grandes populations de félins. Une des 350 individus dans le complexe et de la frontière au Bénin, Burkina Faso et le Niger, et de l'autre 250. Donc en Afrique de l'Ouest, les lions est déjà considéré en danger de critique d'extinction selon la liste rouge de l'Union internationale.
Merci Negat pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie également toute l'équipe technique qui a réalisé ce bulletin d'information, mais aussi rédactionnel. Ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Asma Aboubakar et Ali Abdillahi. Quant à nous, Negat et Choukri, vous allez les retrouver vendredi soir dans l'édition de 22h. Entre-temps, passez des très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir.